c'est d'accueillir Alice Zeniter, donc pour la première fois Goéland masqué. Merci Alice d'avoir accepté notre invitation pour un roman que nous l'avons invité, c'était L'Art de perdre. Alors rassurez-vous, il est désormais en poche, donc il coûte désormais moins cher. Non, c'est une blague. Et en fait, depuis cet accord de sa part, elle vient de publier, je ne sais pas si vous le savez, avec Anton Filias, donc un autre roman, alors classé comme roman pour ados, a priori on en parlera tout à l'heure, Home Sweet Home, dont nous dirons quelques mots. Alors, L'Art de perdre, donc, nous avons donné un intitulé à cette rencontre, être d'ici et d'ailleurs le difficile cheminement d'une identité plurielle. Alors on a essayé d'accorder cette thématique avec le thème du festival Partir, et pour commencer, effectivement, on peut dire que cette fiction, en fait, est une fiction sur la recherche d'une identité. Est-ce que tu peux un peu nous dire en quelques mots la genèse de ce livre? Parce que moi j'ai l'impression que c'est une sorte de synthèse des autres livres qui avaient été écrits, et que ce livre-là marquerait une sorte de fin de cycle, comme si tu étais arrivé à la fin d'un processus. C'est vrai. Du coup, c'est pas le moment le plus simple pour moi en ce moment. Alors, je ne sais pas quoi faire après ce cycle-là. Mais on peut retrouver, je pense qu'on peut retrouver dans tous mes livres, y compris ceux pour les plus jeunes, y compris quand j'écris des histoires d'animaux qui parlent dans des forêts enchantées, la question de qu'est-ce qui fait que l'on est soi, comment on se forme, comment on est formé. Et la question de l'identité, en fait, qui est un mot que j'essaye d'éviter quand j'écris, c'est cette... Disons, pour moi, ce qui est central, c'est le fait que l'identité ne soit pas une essence. C'est toujours une relation. Et donc, nous sommes des identités plurielles au-delà de la question d'une double culture, d'une double nationalité, etc. C'est la personne face à qui on est et la manière dont elle nous regarde va faire que dans ce temps-là, on est assigné à une certaine identité, et qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement fluide. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de bloc immuable qu'on pourrait dégager hors des situations, hors des relations. Et de prendre cette question-là évidemment dans une trajectoire migratoire, qui n'est pas uniquement une migration géographique en fait, qui est aussi une migration sociale. À la fois donc pour le personnage d'Ali de déclassement d'abord, et puis pour celui d'Hamid au contraire d'ascension sociale, c'est réfléchir à cette fluidité de l'identité, et au fait qu'on n'est absolument pas la même personne quand on est regardé comme un chef de village, comme un homme sage, comme quelqu'un vers qui on va se tourner pour avoir un avis, un conseil, et puis 10 ans plus tard, Ali est un ouvrier analphabète dans une usine, et jamais on irait demander à un type qui massacre le français et qui ne sait pas lire ni écrire un avis sur quoi que ce soit, alors que pourtant c'est le même homme, mais ça n'est plus du tout le même homme. Et donc voilà, donc c'est ces changements de l'identité. Je me perds complètement, excusez-moi. Mais la question était foisonnante aussi, Roger, et du coup j'essaye de répondre à tous les foisonnements de la question, c'est terrible. Ouais, au départ c'est une question relativement large pour laisser en fait l'invité trouver son rythme. Pour laisser l'invité se perdre. Et puis progressivement on va serrer un petit peu plus peut-être. Non, alors effectivement dans cette recherche d'identité il y a donc pour l'héroïne qui s'appelle Naïma. Est-ce que beaucoup d'entre vous ont déjà lu le livre? Levez le doigt. Bon. Alors, dans cette transmission d'une identité,
Non, alors dans cette recherche d'identité, il y a aussi effectivement le problème de la transmission. Or, effectivement, la jeune héroïne Naïma, bien que, je dirais, son apparence physique lui la ramène à un pays, on ne lui a pas transmis cette identité. Et c'est de là que vient toute sa difficulté. Alors on peut peut-être reprendre, pour les quelques-uns qui n'ont pas malheureusement encore lu le livre, mais vous allez l'acheter tout à l'heure et vous allez voir. Et on pourrait peut-être reprendre effectivement cette idée, enfin par étapes, pourquoi et comment, mais en présentant peut-être d'une façon générale, pourquoi et comment on n'a pas pu transmettre cette identité. Pourquoi par exemple le grand-père, Ali, n'a pas transmis, pourquoi le père, Hamid, n'a pas transmis, voilà. En fait, pour des raisons qui sont assez simples, c'est-à-dire le silence, il est pensé, il est absolument pas pensé comme un égoïsme. Enfin, il n'y a pas de rétention par punition de l'information. C'est une volonté de protéger les autres. C'est-à-dire que le silence d'Ali, d'abord, il couvre le premier silence d'Ali, il couvre la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il a combattu dans l'armée B. Et c'est le silence, très simplement, de quelqu'un qui pense qu'il n'aurait pas dû voir ce qu'il a vu en premier lieu. Alors pourquoi transmettre ça? S'il pouvait l'effacer de sa propre mémoire, il le ferait. Donc il n'y a aucune raison d'aller créer des souvenirs chez ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir vu cette chose. Et le silence de Hamid va aussi dans ce sens de la protection qui est si je fais peser l'histoire de la famille, en fait, si je transmets à mes filles le fait que on a été relégué dans des zones pas des zones de non-droit, mais dans des secondes zones, dans des marges du pays. On a vécu en fait une existence de parias, puis de pauvres. Et le simple fait de savoir que ça a été comme ça, ça crée un déséquilibre, ça crée une différence avec les gens qu'elles vont rencontrer plus tard. Et qu'est-ce qui peut, enfin voilà, est-ce que c'est pas une meilleure chose de ne pas léguer ça et de permettre en fait qu'elles créent leur vie sans savoir qu'elles viennent de la boue. Donc il y a plutôt une volonté de donner au maximum de la liberté. Il y a cette croyance, même cette sorte de fétichisation de la page blanche comme étant du coup la somme de tous les possibles, l'invention permanente. Sauf que ça se passe pas exactement comme ça, et que cette page blanche, elle est plutôt pensée comme un effacement par les générations d'après, comme un masquage, comme une rétention d'informations. Et ça fait du conflit de génération en fait. Et plus j'écrivais le livre, et plus je me disais qu'il y avait quelque chose de profondément injuste en fait. C'est-à-dire que évidemment ceux qui se taisent sont persuadés qu'ils ont raison de se taire. Et en écrivant, je pouvais comprendre, et je pouvais même me dire qu'ils avaient raison. Mais ceux qui sont placés face au silence, ceux à qui on ne laisse pas le choix, en fait, on a choisi pour eux que le silence était la meilleure des solutions, sont aussi persuadés de leur bon droit à savoir. Et toute la question pour moi de Naïma, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'on échappe à des déterminismes simplement en les foutant sous le tapis? Est-ce qu'il faut pas en avoir une pleine connaissance pour pouvoir ensuite essayer de les refuser? Est-ce qu'on peut dire finalement je suis libre de mon rapport à l'Algérie, si en fait ce qu'on veut dire c'est je ne connais rien à l'Algérie, je suis obligé de taper le nom du pays sur Wikipédia? Et donc pour pouvoir refuser qu'une histoire nous détermine et nous forme, il faut d'abord avoir un accès à cette histoire. Et pour avoir cet accès-là, il faut qu'il y ait de la transmission. Je suis encore en train de faire une réponse très très longue. Mais je sais où je vais cette fois. Donc
cette transmission, on a tendance, et désolé pour le on en fait, qui est un jeu masqué pour faire semblant que c'est universel, cette transmission, j'ai eu tendance à penser qu'elle devait forcément être familiale. Dans un premier temps, je me disais, le récit que j'attends doit venir de mon père, de mes grands-parents, c'est leur histoire et donc c'est à eux de me la transmettre. Et dans cet entêtement-là, j'ai même refusé en fait d'aller voir ailleurs. Je voulais pas aller lire les historiens, je voulais pas aller lire les écrivains, je voulais pas aller regarder des films, je voulais que ça vienne de ma famille. Et ça m'a pris longtemps. J'ai commencé vraiment à accepter que en fait la transmission elle est multiple, les canaux de transmission ils sont multiples, que quand j'étais au milieu de ma vingtaine, où je me suis dit un jour, tiens mais en fait je vais regarder la bataille d'Alger. Je vais accepter de Ponto-Corvo. Ouais. Je vais accepter que l'Algérie m'arrive par d'autres canaux que ce canal familial, et aussi du coup je vais me sortir de cette idée des racines, qui est que je ne découlerai que d'une voie en fait, qu'une racine donne une plante et qu'il y a un lignage. En fait non, je peux m'ouvrir aux autres lignées, je peux me penser de manière beaucoup plus rhizomique et accepter que l'Algérie arrive de partout, par des gens qui ne me sont absolument pas liés par le sang. Mais la difficulté, ou je dirais presque l'impossibilité de transmettre, vient aussi parce qu'on a du mal à mettre des noms sur les faits, sur les réalités, parce que depuis l'indépendance, le vocabulaire a changé. Les lieux où ils ont vécu sont des lieux qui ont disparu de l'histoire. Je pense au camp de transit par exemple, et aujourd'hui il n'y a plus de traces physiques de certains d'entre eux. Peut-être que le fait que c'est également une jeune femme, c'est plus difficile dans la mesure où l'Algérie contemporaine dont elle fait référence est l'Algérie des barbus, et qui veulent ensuite réguler le corps des femmes. Je crois que c'est son oncle Ahmed qui lui dit ça au départ. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de transmettre malgré tout? Parce que, et en plus cette histoire est l'histoire des vainqueurs qui ont écrit dans la mesure où on a nié les spécificités de l'Algérie indépendante avant qu'elle soit conquise en 1830. On en a fait une sorte de mythe, d'image d'Épinal. Donc voilà, c'est toutes ces difficultés qui se trouvent dans le livre aussi. Alors c'est vrai qu'il y a un premier problème qui est le problème du nom. Et je l'écris, je pense que c'est dans la deuxième partie, qui est voilà, quand le premier substantif manque, comment on fait pour raconter une histoire. C'est-à-dire que Ali, il est considéré comme un harki, mais il n'est pas harki. Quand il arrive en France, il est considéré comme un arabe, mais il n'est pas arabe. Quand on leur demande d'où ils viennent, Ali, Hamid, Naïma, qui disent d'Algérie, on leur dit donc ton père est algérien. Mais en fait non, parce que c'était l'Algérie française, ils n'ont jamais été algériens, donc ils n'ont jamais eu cette nationalité. Donc en fait il n'y a pas les bons mots. Dès le début, aucun mot ne semble être à sa place pour parler de ces gens. Et puis il y a le problème des autres récits qui ont été formés et contre lesquels il faut s'inscrire pour pouvoir raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que qu'il règne un silence de plomb sur énormément de questions qui touchent à l'Algérie. Mais c'est pas un silence suffisamment silencieux pour qu'il n'y ait pas quand même des récits qui se soient créés. Du côté algérien, c'est le fait que tous les harkis sont des traîtres et des collabos. Et que c'est un peu l'équivalent des méchants de Shakespeare, ceux qui meurent en disant j'ai tué 1000 personnes et mon seul regret est de ne pas en avoir tué 1000 autres. Enfin on est vraiment sur une sorte de caricature comme ça de la vilainie faite homme. Et donc dire je suis parti d'Algérie en 62, je suis arrivé en France en 62, c'est prendre le risque de devoir lutter contre ce récit-là. Il faut d'abord le déconstruire pour réussir à dire ce qu'il en a été vraiment. Du côté français, oui, évidemment,
la honte et les mauvaises conditions d'accueil ont fait qu'on a un petit peu évité le sujet. Mais on l'a pas totalement évité non plus. Il y a eu quand même des productions sur ces gens qui sont arrivés en 62. Il y a eu des productions qui étaient politiques. On a eu, on en parlait tout à l'heure, notamment, donc il y a eu une presse communiste, par exemple, qui voulait bien reconnaître que les harkis n'étaient pas si mauvais, en admettant que c'était des problèmes économiques. Donc on les a appelés les ralliés de la gamelle, on les a appelés des mercenaires. C'est un peu mieux que de dire qu'ils sont méchants dans l'âme, mais c'est quand même pas génial. Ça veut aussi dire que voilà, il faut se positionner contre ce récit-là. Non, en fait, j'ai pas pris les armes pour la France pour gagner 3 francs 6 sous. Il y a toute cette production en fait nationaliste, colonialiste, qui veut que les harkis soient la preuve que la colonisation était une bonne chose, et que donc si on a perdu l'Algérie, c'est à cause de Gaulle. Mais en réalité, même une partie de la population indigène aimait la colonisation française, la preuve est harki. Ce discours-là, il est encore extraordinairement présent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais quand Emmanuel Macron a déclaré en Algérie que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, le lendemain, je pense, le Figaro donne une pleine page à Jeannette Bougrabe qui dit « Les paroles d'Emmanuel Macron sont une insulte pour mon père, pour tous les harkis, pour ceux qui ont combattu au nom de leur amour de la France et de sa mission civilisatrice. » Alors là, c'est pas possible en fait. En fait, c'est le discours de l'OAS, ça. C'est le discours de l'OAS qui a une pleine page dans le Figaro, porté par quelqu'un qu'on regarde comme respectable. Et c'est extraordinairement présent. Et au débat du second tour, Marine Le Pen dit la même chose à Macron, et Macron s'excuse en disant que c'est vrai, il n'a pas pensé aux harkis, etc. Et donc moi je me dis, mais voilà, à chaque fois que j'ai voulu parler de l'histoire de ma famille, à chaque fois que j'ai dû dire que mon grand-père donc était parti et qu'il était donc appelé, étiqueté harki, alors que déjà donc le nom n'était pas à la bonne place, à chaque fois je savais que il y avait un risque que ces discours-là, et d'une manière ou d'une autre, même pénétraient les pensées de mon interlocuteur, de mon interlocutrice, quand bien même il s'intéresserait qu'extrêmement vaguement au sujet. Et donc voilà, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait. Le silence en fait, ça aurait été mieux. Le silence aurait été plus simple. Et encore une fois, voilà, c'est la question de non, c'est pas vrai, il n'existe pas de page blanche. Il ne s'agit pas de mettre des mots sur une réalité qui n'a jamais été nommée, il s'agit d'abord d'enlever les mots qui se sont sédimentés à la mauvaise place, de déconstruire des récits qui ont donné des représentations fausses, et de dire, voilà, quand on nomme mal, on étouffe, quand on nomme mal, on tue. C'est encore pire que le silence. C'est du langage qui est mal utilisé parce qu'au fond, on considère que la population qu'on va nommer, qu'on va mal nommer, vaut pas vraiment la peine qu'on se casse la tête pour trouver des termes justes. Et ça c'est honteux en fait. Et ça demande une patience, folle d'oser prendre la parole dans ce cadre-là, en sachant que voilà, à chaque fois, avant de réussir à dire avant de réussir à dire ceci est mon histoire, on doit déconstruire 50 ans de représentation fausse. Mais en fait, ça se trouve également au temps de l'Algérie coloniale, parce qu'il y a l'exemple dans le roman de Claude. Claude, qui est un Européen, qui a un regard tout à fait apaisé sur la communauté musulmane, et il dit, quant aux rares musulmans, excusez-moi, tu écris, quant aux rares musulmans, Claude ne sait jamais comment les appeler. Il passe un terme à l'autre sans que jamais aucun d'eux ne le satisfasse. Même les personnes les mieux attentionnées ne peuvent pas dire les mots. Donc là, on est vraiment dans l'extrême stigmatisation des populations. Et il y a un autre exemple aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que le village d'origine, c'est un village donc kabyle,
Et lorsque le village entend parler de l'attentat du 1er novembre 1954, on ne sait pas non plus comment nommer ces personnes qui ont causé cette série d'attentats. Sont-ils des combattants islamisés, des moudjahidines, c'est ça hein, Est-ce qu'on utilise moudjahid ou est-ce qu'on utilise Felaga? Voilà, ou est-ce qu'on utilise Felaga? Voilà. Donc je dirais, à toutes les échelles du récit, on ne sait pas mettre des mots. Donc ceci accentue encore plus la difficulté de Naïma. Donc on comprend effectivement à quel point donc elle est désarçonnée et elle est mis autant de temps à le faire. Oui, il y a cette. C'est vrai que dans les trois parties du livre, il y a cette réflexion sur le fait que le langage est politique. Alors pardon, c'est un peu une sorte de. C'est une généralité qui est bien connue maintenant. Je voudrais pas vous donner l'impression que je suis en train de redécouvrir l'eau tiède. Mais que le langage est politique et que le fait de nommer l'est. Le fait de mal nommer l'est, le fait donc de choisir entre Moudjahid et Felaga est politique, le fait de parler, donc là plutôt pour la troisième partie, plutôt pour Naïma, le fait de parler d'immigrants de la seconde génération, d'immigrés de la seconde génération, d'immigrés de la troisième génération, mais à quel moment on arrête d'immigrer en fait? On transmet aussi le voyage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est que on n'accepte pas que ces gens soient français. Donc voilà, il y a toutes ces expressions-là tout le temps qu'on utilise en fait. Qu'on utilise parfois sans se poser de questions. Parfois on se pose des questions, mais on est rattrapé par une volonté de nommer rapidement, de pas tourner comme ça par périphrase autour de la réalité, par la flemme d'avoir à faire des guillemets avec les doigts, par exemple, à chaque fois qu'on utilise Arki ou ce genre de choses. Mais c'est jamais anodin. C'est jamais anodin et on aurait énormément de questions à se poser sur ça. Oui, et donc ce livre s'adresse à des lecteurs, mais aussi à des citoyens. Il y a aujourd'hui en fait une langue libérale qui effectivement utilise aussi un certain vocabulaire pour parler par exemple des problèmes sociaux. On parle du coût du travail par exemple. Voilà, donc lire ce genre d'ouvrage, c'est pour nous aussi en tant que lecteurs une réflexion sur notre quotidien économique et social, incontestablement. Alors il y a un deuxième point que j'aimerais que l'on développe, c'est la façon de construire un tel récit. Parce que effectivement, tu pouvais faire une enquête sociologique auprès de la famille nucléaire ou élargie, mais tu as choisi en fait la fiction. En quoi la fiction t'a paru répondre au mieux à ton idée de départ et à ton propos? Voilà. Pourquoi plutôt la fiction que, je sais pas, qu'un travail universitaire, sociologique ou... En fait, les travaux universitaires, que ce soit ceux des historiens ou des sociologues, ils existent déjà. Il n'y avait pas de manque ici. Alors que dans le paysage littéraire français, dans le paysage du roman, j'avais jamais rien lu qui parle de l'Algérie du point de vue de ce que donc on appelait les indigènes à l'époque. Et du coup, c'est ce que je dis je dis ça du centenaire de la colonisation, en fait, que les Arabes sont des éléments décoratifs de second plan, un petit peu comme les chameaux et les palmiers, ça fait joli, ils ont des burnous, etc. Et on le voit en fait dans énormément de romans qui parlent de l'Algérie française. Et en même temps, c'est quelque chose qui s'explique. Ça dit aussi le manque de vie commune qui pouvait exister entre les différentes populations. Mais je me souviens donc par exemple que quand Ferrari publie Là où j'ai laissé mon âme, donc je me précipite dessus pour voir ce que c'est, pour voir si je peux trouver des éléments que je recherche.
Et il y a un type, il y a un personnage qui s'appelle le Harki, par exemple. Puis, voilà, il apparaît 2-3 fois, il n'aura jamais de nom. Il est uniquement désigné par cette fonction, il n'a quasiment pas d'humanité. Voilà, c'est une forme de second plan, c'est un ressort dramatique aussi. Et donc moi je voulais faire exister ces gens autrement que comme décor. Et en multipliant les points de vue aussi. Ouais. Ça c'était important, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le même point de vue. On les multiplie, une sorte de séquence alternée où effectivement on peut avoir une façon diverse de voir les choses en fait. Par exemple, quand on parle des attentats de novembre 54, il y a une confrontation parce qu'on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé et donc différents points de vue sont successivement élaborés. J'avais envie, alors en fait c'est posé très rapidement la question de comment je fais pour écrire, en fait, sachant que j'ai multiplié les recherches. J'écris depuis la pile de livres, depuis la somme de documentaires, depuis tous les articles Gallica, etc. que j'ai lus, mais j'écris sur des gens qui n'ont pas accès à cette connaissance. Pas seulement parce qu'ils sont analphabètes, Ali et Yema, mais aussi parce que au moment de l'événement, il n'y a pas la production analytique sur l'événement. Donc au moment de l'événement, il n'y a pas tout ce sens que l'histoire et que les études des historiens ont apporté à l'événement. Donc déjà, moi je me disais, il faut que je me dédouble. Si je suis à hauteur des personnages, je ne peux pas connaître 99% de ce que je viens de lire. Mais pourtant, j'ai envie de le raconter, ce que je viens de lire. Donc il va falloir que j'ai une narration qui soit une narration omnisciente. Ça tombe bien, j'aime le narrateur de romans omniscient du 19e, c'est une de mes grandes passions. Et puis il va falloir donc que je sois avec les personnages. Mais j'ai aussi envie de bouger, justement, de pouvoir un peu entrer dans les têtes de plusieurs personnages, de pouvoir les sonder, de pouvoir être Claude en même temps que je suis Ali ou Hamid, etc. Et comme tout ça est une construction, à un moment j'ai aussi envie de dire que c'en est une. Donc ça s'ajoute encore cette couche supplémentaire qui est la première personne de la romancière, qui dit ce que vous lisez est une construction, je suis la maîtresse des marionnettes. Et donc c'est moi qui ai réalisé les agencements. Alors justement, est-ce que les études théâtrales que tu as faites, est-ce que ta formation à ce niveau-là, tu as écrit pour le théâtre, tu es comédienne de théâtre, est-ce que effectivement ça a été un élément qui t'a permis justement de construire ce récit? Parce que mettre des marionnettes, plusieurs points de vue... Mais je sais pas. Bon. Est-ce que, à ce moment-ci, vous auriez éventuellement des questions à poser? Alors, il y a... Donc, parlez bien dans le micro. Oui, bonjour. Je dis tout de suite, je n'ai pas lu le livre. Et je pense que je le lirai quand même. Malgré les réponses de l'auteur. Les réponses piteuses, vraiment piteuses. Alors, je voudrais tout de suite commencer par dire qu'effectivement, la question Harki restera certainement une honte dans l'histoire de France. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Par contre, moi, j'ai eu la possibilité ou l'occasion, j'ai été coopérant en Algérie quelques années après l'indépendance. J'ai pas fait la guerre d'Algérie parce que j'étais sursitaire à ce moment-là, mais donc j'ai pu vivre pendant 2 ans au milieu des Algériens. J'étais au chemin de fer, j'ai pu visiter beaucoup. J'ai vraiment senti comment les deux cultures étaient totalement différentes entre la culture française et la culture algérienne. Et je dirais qu'il y avait des Algériens qui m'ont dit comment ils regrettaient le temps de la présence française. Enfin ça, je ne sais pas si j'étais honnête ou pas. Par contre, alors je vais dire ça parce que l'histoire des Harkis est quand même quelque chose de particulier
Et je crois que la grande question, c'est quand même, et je pense que c'est ce que vous avez en toile de fond, c'est la différence entre le communautarisme à l'anglo-saxonne, où là, effectivement, toutes générations se passent leur culture d'une autre, ou l'intégration qu'on a voulu faire à la française jusqu'au dernier. Et il est curieux, effectivement, de voir, et vous avez peut-être un exemple, comment les premiers arrivés, les premiers immigrés essayaient de s'intégrer, et comment les générations suivantes essayent de retrouver les racines qu'ils avaient autrement. Donc je crois que la vraie question politique, c'est de dire, est-ce qu'on va faire une France homogène, ou est-ce qu'on va vouloir favoriser les communautarismes? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur la question de l'intégration des populations immigrées, notamment de la population algérienne, j'ai tendance à renvoyer à cet ouvrage donc, de Abdelmalek Sayad qui s'appelle La double absence, que je cite au début du livre, qui est vraiment un ouvrage absolument magnifique, extrêmement enrichissant. Et ce qui revient dans les témoignages que Sayad recueille, c'est que ce qu'on appelle l'intégration exemplaire de la première génération, c'est en fait une intégration par la honte et par la peur. C'est ferme ta gueule, tiens ta place, sinon on te mettra dehors. Ferme ta gueule, dis merci pour les miettes aussi. Et elle est violente. On masque cette violence en se disant mais regardez, cette population elle est très bien, il n'y avait pas de problème, les voitures brûlaient pas dans les banlieues, etc. Mais il y a quand même une violence sociale extraordinaire qui s'est exercée sur cette génération-là. Et les enfants l'ont vu. Et les enfants ont eu honte de ça. De voir leurs parents s'humilier, de voir leurs parents tenir une place minuscule, de voir leurs parents subir les brimades, le racisme, et l'accepter par peur.